Alors, notre deuxième séquence de la matinée consacrée à la croisière. Pourquoi la croisière ? Parce que la croisière s'amuse plus que jamais. En 6 ans, malgré la crise, le marché français a presque doublé pour atteindre près de 600 000 passagers. Quels sont les secrets de cette insolente prospérité et quelles en sont aussi les limites ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Georges Azouz, PDG de Costa France. Il sera accompagné d'Herminio Esquena, directeur général de MSC pour la France. Avec eux, Antoine Lacarrière, directeur général de Croisières de France. Aussi sur cette table ronde, Lucien Salemi, président du SNAV Méditerranée. Lucien. Et puis enfin, Jean-François Suas, président du Club de la Croisière de Marseille. Bon, je sais qu'on est en début de matinée, mais enfin, vous pourriez quand même un peu accentuer les applaudissements, hein, qu'on se mmette en forme un peu. Ah bah voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Ça ressemble à quelque chose, malgré tout. Alors, messieurs, Jean-François, asseyez-vous. Je le disais, hein, croissance insolente, on a beau être en crise, le secteur a beau être en crise, la croisière ne connaît pas la crise. Hein, je le disais, on a doublé quasiment entre 2009 et 2014, on a doublé le nombre de croisiéristes en France. C'est quand même un résultat remarquable. Et non seulement ça, c'est le résultat des dernières années, mais pour les prochaines années, les prévisions sont très optimistes aussi. Hein. Les progressions sont, encore une fois, très, très impressionnantes. Alors, Georges, prenez le micro juste pour commencer. Je vais vous demander surtout, messieurs, d'avoir des réponses concises, parce qu'on a un programme extrêmement dense ce matin, donc ayez des réponses les plus synthétiques possibles. Georges, je disais des projections très optimistes, hein, pour les années à venir. Qu'est-ce qui vous permet finalement d'être aussi optimiste pour les 3, 4, 5 ans à venir ? Tu me connais bien, hein, c'est pour ça que tu dis ça. Non, ce qui nous permet d'être optimiste, c'est que tu le disais tout à l'heure, c'est l'histoire. C'est-à-dire que entre 2008 et aujourd'hui, on a une augmentation de 91% du marché de la croisière en France. Et c'est d'ailleurs en Europe, parce qu'en fait, en 2014, on aura vu une augmentation du marché de la croisière relativement contenue en fait, en Europe, puisque ça aurait été de 0,4%. Contre une augmentation de 14% en ce qui concerne la France. Donc c'est vrai que nous étions un peu à la traîne, même beaucoup à la traîne, puisqu'on était jusqu'à 2013 le 5e marché de la croisière en Europe. On a dépassé l'Espagne en 2013, donc nous sommes le 4e aujourd'hui, et nous connaissons par contre des augmentations fortes. Les 4 dernières années, c'était une augmentation moyenne de 10%. Ce qui est très très significatif sur un marché du tourisme qu'est-ce qu'il est. Donc la croisière prend des parts de marché sur les voyages organisés en France. C'est le cas en Europe, mais en France c'est vraiment plus patent. Et donc il y a eu aussi, bien évidemment, par rapport à ce développement, beaucoup de nouvelles capacités et de nouvelles propositions sur l'ensemble des catalogues de la croisière. Parce qu'il n'y a pas la croisière, mais les croisières, avec énormément de compagnies, de styles de paquebot, de styles de croisière, de durée, de budget et de prestations différentes. Donc on a un marché qui est très riche en termes d'offres sur le marché et qui se traduit par une très forte dynamisation, en même temps qu'une aussi forte dynamisation des activités marketing et sales, puisque on a énormément les uns et les autres investi en marketing sur des campagnes très fortes depuis plus de 20 ans maintenant, pour faire en fait réveiller ce marché, et ça donne des résultats intéressants. Herminio, Georges le disait, la croisière est devenue finalement une alternative au voyage organisé. Il y aurait comme un effet de sablier, hein. On a les tours opérateurs qui ont du mal, les croisiéristes qui, eux, sont en pleine forme. Est-ce que c'est aujourd'hui une vraie alternative au voyage à forfait traditionnel, la croisière ? C'est une formidable alternative. Je reviendrai, si vous me permettez, sur l'optimisme. Moi, je parlerai plutôt de volonté. C'est-à-dire les croisiéristes et l'industrie de la croisière, plus que de regarder avec optimisme, qui relève à mon sens plutôt d'une quelconque fatalité, il y a une vraie volonté, à la fois industrielle, la construction, armatoriale, et c'est porté sur le produit tout d'abord. C'est un produit qui a prétendu son évolution, qui l'a cherché, qui n'est pas resté quelque part contraint par un modèle initial. Il y a eu une remise en question forte qui aujourd'hui se traduit par un acte de séduction par rapport au vacancier, quelle qu'elle soit son origine, quel que soit l'éventail
du choix qui lui était proposé auparavant, une forte séduction qui est faite au monde de la distribution. Venez à nous, on a aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix, les meilleurs produits pour l'ensemble des vacanciers qui sont les vôtres, et le plus sécurisé, le mieux rémunéré, celui au taux de fidélisation le plus important. Donc là, il y a une véritable volonté et qui est portée par l'industrie. Antoine Lacarrière, ils sont prévus là, pour les 5 ans à venir, 55 nouveaux bateaux prévus dans les 5 ans à venir. Le marché a-t-il les reins assez solides pour absorber de telles nouvelles capacités ? Alors c'est très bien qu'on parle de ça parce qu'on parle souvent de la croisière comme étant un outil de vacances. Il y a aussi la construction et la vente des bateaux. La France a son rôle à jouer là-dessus, la distribution aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gros marchés, c'est le marché européen. Les marchés matures sont les marchés américains. Le marché en devenir, c'est l'Asie. La dernière fois qu'on m'a posé la question, est-ce que c'est embêtant que l'Asie se développe ? Non, parce qu'on construira peut-être à construire des bateaux en France pour le marché asiatique. Donc le développement est normal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bateaux en prévision et c'est naturel parce que, comme le disait Herminio, c'est une volonté de développement qui va dans un sens assez simple. En France, aujourd'hui, on est à peu près à 1% de population qui fait de la croisière. Un marché mature, c'est 3,5%. On a une évolution sur le marché français d'environ 3 fois ce qu'on pourrait faire aujourd'hui d'une manière assez normale. C'est pour ça qu'on ne se dit pas concurrent. Pour l'instant, on est en train de développer une offre et grâce et avec l'aide de la distribution, qui est un des points qu'on n'a pas cité encore pour l'instant, puisque le développement de la croisière passe après, par la distribution, on pense effectivement qu'aujourd'hui, on peut construire des bateaux en toute sérénité. Lucien Salemi, alors toi, tu vends de la croisière évidemment en agence. Antoine le disait, Georges, Herminio, il y a des prévisions de croissance encore très importantes. Est-ce qu'il demeure, auprès de tes clients, est-ce qu'il demeure des freins aujourd'hui au développement de la croisière ou pas ? Oui, je vais répondre à cette question, mais je voudrais faire le lien avec ce qu'on a dit hier par rapport à notre congrès. Quand on a démarré ce congrès, on a dit que le nombre de voyageurs dans le monde a doublé, on a atteint 1 milliard, que dans 15 ans, il allait encore doubler, on va atteindre 2 milliards. Et je voudrais donner 2-3 chiffres pour être un peu plus précis et faire le lien avec ce qu'on a dit hier. La croisière a des perspectives de développement encore plus importantes que parmi tous ces voyageurs. Il y a une quinzaine d'années, entre 15 ans et aujourd'hui, ça a doublé au niveau mondial, triplé au niveau européen, quadruplé le nombre de croisiéristes au niveau méditerranéen. Et là, nous sommes à Marseille. On a eu une réunion ce matin à Marseille, ça a démarré il y a quoi ? Il y a à peine 18 ans, un club de la croisière, etc. Il faut savoir qu'à Marseille, c'était 30 000 passagers, 30 000. Et là, on est en train de s'orienter vers 1,5 million de passagers. Donc, quand on parle de croissance, c'est 50 fois. Et là, ça permet de bien situer. Alors, pour répondre à la question, oui, naturellement, il y a des freins, mais encore faut-il la proposer, la croisière. Tu sais, les freins principaux, c'est les images, c'est les a priori, c'est la croisière, il n'y a que des seniors, la croisière, c'est ringard. On les connaît, ces freins. Ils existent encore ? Ils existent, ces freins. Oui. Ils existent. Le marché français, et c'est une chance qu'ils existent encore, ça veut dire que le marché français, il n'est pas mature. Contrairement à d'autres marchés, comme il n'est pas mature, les gens ne connaissent pas, ça veut dire qu'on a encore de très belles perspectives de développement de ce marché. Et on a une autre chance, et là on a des grands opérateurs de la croisière. Pour moi, agent de voyage, ça s'adresse, non, on parle du croisiériste de façon générale, mais on a un produit qui est très diversifié, c'est-à-dire que ça s'adresse aussi bien à des familles, à des petits budgets, à des budgets importants, à des budgets de luxe, à l'expédition, à des thématiques. Donc on a un panel très large. Le croisiériste n'est pas mono. Jean-François Suas, je disais, vous êtes président du club de la croisière de Marseille. Lucien nous disait 30 000 croisiéristes il y a quelques années, 1,5 million aujourd'hui. D'ici 3-5 ans, quelles sont vos prévisions sur le nombre de croisiéristes à Marseille ? Vous avez prévu quel chiffre ? Les prévisions, elles sont autour de 2 millions en 2020. Ce n'est pas une hérésie, c'est quelque chose de tout à fait légitime. Ça s'appelle un business plan. On l'a conçu cette année. Il s'appuie évidemment sur ce que vient de dire Antoine, qui est une formidable histoire, puisqu'il y a une cinquantaine de bateaux en construction sur les 5 prochaines années. Donc ça représente à peu près 12 ou 13% du nombre de bateaux qui est autour de 300 actuellement, qui est à 270, mais ça représente plus de 30% de la capacité. Donc si nous ne sommes pas trop mauvais en Méditerranée, nous devrions, qui est le deuxième
deuxième marché mondial, récupérer une grande partie. Et donc j'espère à Marseille, évidemment, puisque nous sommes devenus un des acteurs incontournables, pour 2 raisons. Parce que la croisière, il ne faut pas l'oublier, c'est un outil industriel d'abord. Donc le prérequis, le préalable, c'est de mettre les bateaux à quai. Et ça, le grand port maritime de Marseille s'est mis en ordre de marche. Nous avons un terminal dédié. Nous sommes capables, au mois d'octobre, nous avons battu le record avec 200 000 pax. Il y a eu des week-ends où nous avons accueilli 33 000 passagers. Des journées où nous avons accueilli 22 000, c'est-à-dire qu'il y a à ce moment-là 7 ou 8 bateaux qui sont à quai à Marseille. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans la cour des grands, que 4 ou 5 ports dans le monde sont capables de gérer ce type de flux. Alors c'est évident qu'en Floride, il n'y a pas la saisonnalité pour le moment, ils sont capables de le gérer tous les jours. Nous, on a montré qu'on était en ordre de marche, qu'on était capable de le faire sur une journée. La saisonnalité, grâce aux grands opérateurs qui sont présents ici, s'efface peu à peu puisqu'ils laissent des navires qui sont suffisamment grands, qui sont suffisamment confortables toute l'année. Il est évident que quand on part en excursion, il peut être mieux avoir 25 degrés l'été que 10 degrés l'hiver. Ce qui est sûr, c'est qu'à bord des navires, il n'y a plus la problématique, si vous voulez, du mal de mer ou autre, puisque ces navires sont de grande capacité. Ils ne bougent pas malgré les tempêtes qu'on peut connaître l'hiver ici. Jean-François, 2 millions de croisiéristes donc d'ici 2020. Vous avez aujourd'hui les infrastructures pour absorber cette croissance, ou il va falloir construire? Est-ce qu'il va falloir développer des projets pour pouvoir accueillir ces croisiéristes? Non, la chance que nous avons, c'est que le port de Marseille, c'est un des plus anciens ports de Méditerranée, et il est en capacité de recevoir actuellement 2 millions, on peut aller jusqu'à 2,5 millions, ce ne sera pas un problème. La difficulté, et c'est le deuxième point que je veux développer, dans l'industrie de la croisière, il y a un prérequis, c'est les bateaux, donc avoir les infrastructures, les services, et après c'est l'accueil. Et ça, Marseille, c'est nouveau. Marseille est devenue une destination, et là je m'adresse à toutes les personnes qui sont présentes, et je suis vraiment ravi en tant que Marseillais qu'elles aient pu découvrir le nouveau Marseille, parce qu'il y a 1,5 million de gens, alors ils ne viennent pas tous à Marseille, ils ne descendent pas tous, etc. Mais évidemment, il y a des centaines de milliers de gens qui sont des ambassadeurs, qui actuellement notent Marseille avec les meilleurs ratings de Méditerranée, et qui sont capables, en retournant chez eux, en capacité de dire, voilà, nous avons découvert une nouvelle ville, avec une véritable offre culturelle, avec bien sûr les loisirs que l'on connaît, la possibilité de faire du kayak, de la plongée, etc. Mais une offre qui est multiforme et qui est actuellement reconnue par la croisière, bien sûr, mais par les touristes en général. Et ça, c'est essentiel. Un port, une destination. Et c'est pour ça qu'on est dans la cour des grands maintenant. Georges Azouz, Georges, on l'a dit, 55 nouveaux bateaux prévus dans les 5 ans. Alors c'est vrai que la croissance, en tout cas des flottes par le passé, a souvent déclenché des guerres des prix. 55 nouveaux bateaux dans les 5 ans. Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles guerres de prix entre vous? Non, parce qu'on le disait tout à l'heure, je crois que c'est Antoine qui l'a souligné, il y a seulement 1% des Français qui connaissent la croisière. On est à 1,7 en Italie, on est à peu près au même taux en Espagne, on est à 2,5 je crois en Allemagne, qui est un marché aussi très très fort et qui connaît une forte explosion, etc. Donc en fait je pense qu'on n'en est qu'au début, et tout le challenge pour nous, ça consiste non pas à se faire une guerre des prix, messieurs, pour se piquer les clients les uns des autres, mais au contraire d'essayer d'élargir le marché autant que faire se peut. Il y a un énorme potentiel. Je pense qu'on avait calculé il y a quelques années qu'il y a à peu près 80 millions d'Européens dans l'Europe d'aujourd'hui qui ont les moyens et qui ont l'envie de s'offrir une croisière. Donc il y a, je pense, en France aussi, un marché qui va être en... Alors après, le challenge et en fait le défi pour nous, ce sera de créer la demande. Ce sera de générer la demande à travers, non pas forcément une guerre des prix à tout craint, parce que je pense que ça, c'est pas très constructif, même si, de toute façon, je rappelle que nous sommes dans un univers concurrentiel absolu et que chaque compagnie se détermine. Mais c'est surtout en fait de créer la demande et puis de créer le besoin à travers de très belles campagnes et des actions. Et à ce point, si tu peux me permettre aussi, aujourd'hui on est à la fois chez Top Cruise, qui est donc la convention d'affaires organisée par Marseille depuis très nombreuses années, et on est aussi à la journée des dirigeants du SNAV. Et je trouve que le symbole est fort et est intéressant parce que la croisière et entre les mains en fait, de la distribution agence de voyage, quelle qu'elle soit, qu'elle soit spécialiste ou qu'elle ne soit pas spécialiste, et je ne pense pas d'expérience que la croisière soit uniquement une affaire de spécialistes. On va en parler. Voilà. Et donc ça, c'est très important. Et moi, je ne pense pas, en fait, pour revenir à ta question, qu'on arrivera dans une guerre des prix. Je pense qu'on en est qu'au début de cette fantastique aventure. On a vu qu'on avait doublé le marché en l'espace de quelques années, et 2008, 2015, c'est court quand on regarde l'histoire. Je pense que le défi pour nous, on réussira en fonction de la capacité qu'on aura à créer l'envie de faire partir. Les Français ont de toute façon changé leur regard vis-à-vis de la croisière. C'est patent, on sait bien qu'il y a de plus en plus d'intérêt, et la croisière est devenue en fait une alternative de vacances. Je pense que également mes confrères l'ont dit auparavant, la croisière est une alternative de vacances au même titre que les autres formules de vacances.
Herminio, la croissance de la croisière est très clairement passée par le volume jusqu'à présent. Qu'en est-il du panier moyen? C'est une préoccupation pour vous, le panier moyen? Comment se comporte ce panier moyen? Ce n'est pas une préoccupation, c'est ce qui nous fait vivre, ce qui nous permet de construire, ce qui nous permet d'être présents. Et aujourd'hui, je trouve que l'ensemble des acteurs, sur la rentabilité de leur exploitation, cherchent à optimiser. On l'appellera panier moyen, en tout cas équilibré. Mais ça relève d'une démarche qui ne concerne pas que la croisière. À quelques exceptions près, c'est que l'effet volume peut nous permettre d'équilibrer nos comptes par l'économie d'échelle qui nous vient des volumes eux-mêmes, ce qui nous permet aujourd'hui, et in fine, c'est ça la permission la plus intéressante par rapport notamment à l'auditoire qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de proposer des produits d'exception au plus juste prix. Et c'est ce ratio aujourd'hui qui fait une des forces de la croisière. Mais il y en a une autre aussi qui a été soulignée, mais je reviens, et c'était Lucien, je crois, c'est que ça se décline au pluriel. Et je cite ce côté hétérogène parce que dans la prétendue guerre des prix, qui fait partie de l'activité de tout commerce, de toute filière, donc moi je l'assume avec moins de pudeur, mais c'est qu'on a tous ensemble, et on l'a souligné, un potentiel devant nous impressionnant. Notre volonté d'aller le chercher avec la distribution est là. On a des produits qui se différencient de plus en plus, dont la qualité est confirmée, mais qui va sur des destinations, sur des produits novateurs, sur des spécificités de chacune des compagnies, ce qui va permettre de continuer à décliner les croisières au pluriel, tout comme les plaisirs que les croisiéristes apportent. Antoine, j'aimerais qu'on passe aux relations que vous avez aujourd'hui avec la distribution. Alors c'est vrai que pour soutenir cette croissance, et Georges le disait, vous le disiez, tous les croisiéristes s'appuient très clairement aujourd'hui sur les agences de voyage qui constituent très clairement encore votre canal de vente le plus important. J'ai envie de dire jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que certes, aujourd'hui, pour soutenir la croissance, vous avez besoin des agences. Une fois que le marché sera arrivé à maturité, aura-t-on encore besoin des agences pour vendre de la croisière? C'est une excellente question. C'est la question en fait la plus intéressante parce que aujourd'hui, il y a eu un comportement à un moment de survolume, de surcapacité sur le marché méditerranéen lié à la crise qui s'est passée en Europe. Donc on s'est tourné dans l'immédiateté vers des personnes qui étaient aptes de vendre assez rapidement. C'est probablement une erreur parce qu'en fait, chacun a son rôle à jouer. En fait, nous, ce que nous vendons, c'est une notion de temps. C'est-à-dire que nous cherchons à remplir nos bateaux de façon à être dans un équilibre de rentabilité et que chacun aura la possibilité de jouer soit par rapport à une notion de capacité de réaction, soit par rapport à une notion de capacité de valeur. Et aujourd'hui, l'agence de voyage telle qu'elle existe aujourd'hui, et d'ailleurs je souhaite qu'elle ait référencé la croisière comme notion de vacances, comme disait Georges, doit absolument jouer ce rôle parce que, par exemple, elle a la capacité de vendre plus cher que l'immédiateté d'une agence de voyage en ligne ou un autre système via des groupes. Donc oui, c'est très important la question que tu poses parce que chacun a son rôle à jouer et ça serait une erreur d'un croisiériste de focaliser sur un seul des canaux de vente. Et chacun aura son rôle à jouer dessus. Vas-y Georges. Georges? Je voulais simplement rajouter que l'expérience des marchés plus matures, notamment les États-Unis, ce qu'on constate aux États-Unis, c'est qu'il existe encore une très forte proportion des cabines vendues sur l'ensemble des paquebots qui passent par les agences de voyage. Il y en a des multitudes, tu le sais, aux États-Unis, puisqu'il y a une autre forme de... Il y a beaucoup d'agences de voyage individuelles aux États-Unis, beaucoup de gens qui n'ont pas porte et qui travaillent de chez eux, mais qui travaillent aussi en tant qu'agent de voyage. Et ça continue à fonctionner. Il y a évidemment des ventes directes, mais en même temps, il y a énormément de ventes qui passent par le canal des agences de voyage, quelles qu'elles soient, encore une fois. Et je pense aussi qu'il y a un rôle prépondérant dans la fonction de l'agent de voyage, c'est le rôle du conseil. Et justement, plus on va générer de ce qu'on appelle les first-timers, c'est-à-dire les premiers clients qui viendront sur les paquebots, et plus on aura en fait un rôle très important. Tout à l'heure, tu parlais, Lucien, vous mentionnez les freins, vous mentionnez un peu les idées reçues qui, Dieu merci, évoluent, mais bon, qui sont encore existantes vis-à-vis du grand public. Et je pense que le rôle de l'agent de voyage dans la préconisation de la croisière est absolument prépondérant et le sera. Et je pense que dans un univers où on a de plus en plus
désintermédiation compte tenu effectivement de ce qui se passe sur Internet et des différents modèles que vous avez d'ailleurs déjà dû largement évoquer au cours de ces journées. Je pense qu'au contraire, la croisière continuera à être une formule de vacances qui sera de toute façon intéressante à développer au niveau des agences, avec un rôle de conseil qui est absolument prépondérant. Tu disais, Georges, garde le micro, tu disais la croisière n'est pas une affaire de spécialistes. Or, c'est vrai qu'on voit certaines agences, notamment sur le web, les AB Croisières, les QCNS, qui sont des acteurs extrêmement importants et qui se sont spécialisés sur la croisière. Alors, est-ce qu'il ne faut pas être spécialiste pour vendre de la croisière ? Non. En France, il y a 3800 agents de voyage qui vendent au moins une fois dans l'année une compagnie comme la mienne, ce qui signifie qu'en fait, quel que soit le canal, quel que soit le type d'agent de voyage, que ce soit les indépendants, les intégrés, les agences sur le net, les agences physiques, les agences de la grande distribution, toutes ces agences ont une fonction particulière avec des plus et des moins, avec des forces, mais il y a une fantastique opportunité de développement, on le dit depuis de très nombreuses années, mais je pense qu'aujourd'hui, on en a fait la preuve, parce que c'est vrai que quand on parlait des années 90, où on avait 800 agents de voyage qui vendaient de la croisière, aujourd'hui, on en a 3000 de plus. On n'a pas augmenté les agents de voyage dans cette proportion-là. Donc ça veut dire que la croisière intéresse de plus en plus d'agents de voyage. Je le disais, ce n'est pas une affaire de spécialistes, pas seulement, parce que bien évidemment, il y en a qui se sont positionnés et qui travaillent très bien. Le secteur offline résiste. C'est vrai qu'il y a au niveau du réseau offline des plus et des moins, mais en même temps une capacité de vendre aussi sur la qualité. Et je pense que l'avenir sur la vente de la distribution de la croisière, on parlait des 55 paquebots en construction et du marché qui va évoluer. Mais il y a aussi un rôle très important, c'est la qualité. La qualité dans l'offre, c'est-à-dire être obsédé par la prestation et la satisfaction du client. Ça, c'est absolument la condition sine qua non. Et par définition également, c'est la spécialisation, c'est la formation, c'est la capacité qu'on aura les uns et les autres de se former à ce nouveau marché, parce que je parle d'un nouveau marché, même si effectivement on est présent depuis de très nombreuses années. Et il y a pour les agents de voyage, qu'ils soient encore installés ou débutants, une fantastique opportunité de développement et de prospérité. Herminio. Antoine, juste rajouter un tout petit mot, pardon Herminio, te couper la parole. Ce que vient de dire Georges est intéressant, il a cité 3800 agences de voyage qui vendent au moins une fois dans l'année une croisière. Le point que je voudrais rajouter, et Georges me confirmera si c'est vrai, la moitié seulement de ce chiffre vend la croisière régulièrement. Ça veut dire qu'il reste encore beaucoup d'agences de voyage à convaincre que la croisière n'est pas uniquement quelque chose qu'on doit vendre à quelqu'un qui vient acheter, mais qu'on doit proposer. Nous, le seul objectif qu'on a, c'est qu'on soit une option. Quand il y a une proposition qui s'est faite, faites une option avec une croisière, vous allez voir à la fin, le rapport qui a été pris, l'intérêt va faire qu'on sera souvent choisi. Mais au moins qu'on soit une option. Et pour l'instant, on ne l'est pas encore automatiquement. Herminio, Georges disait la croisière n'est pas une affaire de spécialistes. Vous êtes rapproché de la distribution en créant des enseignes aux couleurs de MSC. Est-ce que c'est une formule qui a de l'avenir aujourd'hui ou pas ? Moi, je le pense clairement. C'est un concept qui a fédéré un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui sont très nombreux. C'est non pas un réseau, puisque ce sont des agences qui restent et qui gardent leur marque et leurs enseignes, mais enfin qui aujourd'hui avoisinent la taille d'un réseau national. Mais indépendamment du concept, je ne vais pas m'attarder sur MSC Passeport et donc sur une défense partisane. Je trouve que l'idée et le concept restent intéressants d'un point de vue général, puisque c'est justement aller chercher des entrepreneurs de voyage, et pas forcément des agents, si on joue sur les mots, mais c'est le thème, entre autres, de ces quelques heures qui réunissent la profession, et qui se sont battus avec nous pour en arriver là. Ils ont dû se battre contre leur propre camp pour défendre et porter un projet, pour défendre et porter un segment qui était ignoré. Alors là, on parle des QCNS, des AB, voire même du B2C, quoique il n'a pas été évoqué, comme si c'était des ennemis à battre, comme si cela pouvait justifier que l'on soit, en termes de distribution, en retard en France, comme si la myopie qui nous a habités jusqu'à présent pouvait être quelque part mise de côté, puisque d'autres ont été plus clairvoyants. Or, si on revient à ce qu'on vient d'évoquer, il y a de la capacité, il y a une offre diversifiée, il y a une volonté industrielle, il y a des acteurs qui sont
puissant, qui déploie des moyens en promotion, en publicité, Georges Azouz le rappelait, qui sont considérables et qui dépassent tout entendement dans la filière touristique. Il y a une rémunération et un accompagnement en termes de formation, de rémunération, de contribution marketing, qui là encore, désormais, est inédit. Et on cherche encore des justifications, comme si le web pouvait en être une. Je pense que le débat, il devait être élargi à ce niveau-là. Antoine, oui. Alors Lucien, et puis après Antoine. Lucien, tu voulais intervenir. Comme agent de voyage, aujourd'hui, nous, on est à la recherche de business, purement et simplement. Bon. Alors, si on a une offre diversifiée, c'est une première. Si on a des gens, un marché qu'on n'avait pas, c'est-à-dire si je peux développer ma clientèle croisière, donc je vais sur un nouveau marché. Ce marché, je constate qu'il est en progression constante depuis 15 ans et il continue à croître. Donc je me dis, j'ai peut-être des chances, comme agent de voyage, d'être dans la mouvance de cette croissance. Bon. Ce qui m'intéresse aussi, ce n'est pas un piège. C'est-à-dire, si j'envoie un client en voyage ou si j'envoie un client en croisière, que ce ne soit pas un piège avec un mauvais retour. Or là, on peut avoir du 95% de taux de satisfaction, donc du taux de fidélisation. D'ailleurs, je me suis rendu compte que pour les croisiéristes, souvent, ce sont les familles, ce sont les enfants qui recommandent à leurs parents de faire la croisière l'année suivante. Bon. Et puis, il y a un point essentiel, c'est notre rémunération. C'est quand même intéressant. In fine, c'est entre du 13 et du 17% si on est partenaire. Bon. Ensuite, tu as posé la question tout à l'heure, est-ce qu'à terme, avec un magnifique marché, ils ne vont pas nous piquer, en gros, nos clients, une fois qu'on aura fait le boulot. Voyons ça de façon très simple. Moi, ce que j'explique à mes clients aujourd'hui, mais je le fais déjà aujourd'hui, en vue d'eux, je dis, voilà, vous avez une croisière aujourd'hui à 1 000 €, vous pouvez la prendre à l'agence, mais si vous la prenez, et vous pouvez la prendre directement chez Costa, MSC, vous allez payer aussi 1 000 €. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas être plus cher, mais eux non plus. Donc, ce qui pourrait me gêner, moi, alors, pour le même prix, en réalité, moi, je lui donne de la réassurance, je lui donne du conseil, je l'amène sur des bateaux, on parlait de formation, il y a la formation des agents de voyage, mais il y a la formation des clients. Bon, on a la chance, nous, sur Marseille, de pouvoir faire visiter des bateaux. Les gens, aujourd'hui, mélangent souvent ferry, Corsica ou SNCM avec la croisière. Donc, on a la chance de faire visiter nos bateaux. Et la seule chose, moi, qui pourrait m'irriter, c'est que mon client me dit, bon, elle est à 1000, mais moi, je l'ai à 700 en direct. Bon, là, il y aurait une concurrence un peu faussée. Mais tant qu'on respecte une concurrence loyale, moi, j'ai même mis des iPads à l'agence, les gens peuvent réserver devant moi en vous payant directement. Je suis complètement transparent sur le sujet. Antoine, Lucien disait, en effet, le coût de la distribution, ça peut aller jusqu'à 17%. Le résultat aujourd'hui, est-il à la hauteur de votre investissement ? En fait, nous, la problématique d'un croisiériste, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de remplir son bateau. Parce qu'en fait, nos coûts de fonctionnement sont les mêmes si le bateau est rempli à 70%, 80% ou 100%. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas débarquer l'équipage parce qu'il y a moins de passages à s'occuper, parce que les coûts de port sont sur la longueur du bateau, la taille du bateau et non pas le nombre d'habitants, parce que le fuel en fait est consommé de manière identique. Donc effectivement, on a notre intérêt et notre objectif, c'est quand même de remplir nos bateaux. C'est pour ça que parfois, il y a des moments où on peut être amené à faire des actions commerciales de la minute parce qu'on est obligé de remplir la capacité. Donc pour répondre à la question, non, je pense que le rôle peut être global de façon à ce qu'on puisse nous gérer ce remplissage et cette fonction de rentabilité. Mais est-ce que tu es en train de nous dire là que le résultat aujourd'hui pour vous n'est pas à la hauteur de cet investissement ? Si, il l'est. Il y a des choses que la distribution n'est pas encore en mesure de faire ? Non, moi ce que je veux dire, et ce que disait Herminio, c'est qu'on a fait déjà beaucoup de choses, la rémunération est déjà bonne, les retours sont assez faibles, donc on peut vendre la croisière sans sans prendre beaucoup de temps pour la prévente. Après, chaque croisiériste est libre de faire son action commerciale s'il estime qu'il a besoin d'atteindre cet objectif. Si tu es amené à faire un taux de commissionnement plus élevé parce que tu estimes que tu en as besoin pour aller chercher par exemple une catégorie de cabine plus élevée qui est plus rentable, fais-le. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait de guerre de prix. Pour l'instant, le produit que nous offrons, il y a 27 compagnies en France. Maintenant, on offre pratiquement toutes les durées, toutes les destinations, tous les types de produits. On a des produits plutôt francophones comme le mien, des produits plus internationaux. Aujourd'hui, la rémunération va juste servir certains à driver la population
qu'il va chercher à développer ou la niche qu'il va chercher à conserver. Georges, dans un journal professionnel, tu déclarais il y a quelques mois, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans les réseaux en termes de pilotage de vente. Qu'est-ce que tu entends par là? Non, je veux dire, c'est réseau par réseau. Tout à l'heure, on parlait de la rémunération. Ouais, la rémunération, c'est une chose. Mais ce qui est intéressant, c'est la capacité qu'a la distribution, encore une fois, quelle qu'elle soit, d'accompagner un certain type de développement. On parlait du marché, on parlait des bateaux en construction, et on parlait donc de ce qui va se passer dans les années qui viennent. Et toute la difficulté pour nous, en fait, c'est de matcher la rémunération, donc les coûts de distribution et les coûts d'acquisition du client. Parce que tout à l'heure, on a dit et on a redit qu'on avait des coûts, je veux dire, en termes de marketing qui sont énormes, puisqu'on a des campagnes les uns les autres qui sont véritablement parmi les plus onéreuses sur le marché du tourisme. Et tout ça, c'est un coût, en fait. C'est un coût sur ce qu'on appelle l'operating income, sur la rentabilité. Et donc, c'est pas tant, en fait, la rémunération qui est à mettre ici, c'est la capacité de la performance, c'est-à-dire à partir d'une rémunération, à partir d'un certain nombre d'aides. On parlait tout à l'heure aussi du co-marketing, on parlait de tous finalement ces fonds qui sont mis à disposition de nos partenaires. La question est de savoir si on est à même, en face de cette rémunération, de garantir de la performance. C'est ça mon problème. Moi, bon, et la rémunération, ça se calcule, ça se prévoit. En posant la question, tu y réponds. C'est en fait en face, ce qui est intéressant et ce qui serait intéressant sur le marché maintenant, c'est qu'on nous dise en face d'une certaine proposition de rémunération ce qu'on nous garantit en termes de développement. Certains réseaux ont la capacité de s'organiser, de dynamiser, de piloter leurs ventes. Je pense aussi qu'à un moment donné, on doit tous faire des choix, quels qu'ils soient. Et il s'agit de nous garantir, en tout cas de s'engager mutuellement sur des principes de rémunération et des principes de performance, parce qu'actuellement, que je sache, ce n'est pas toujours le cas. Voilà, c'est ce que j'ai toujours souligné, c'est la capacité d'avoir en face d'une rémunération une performance, parce qu'on est tous, de toute façon, les uns les autres, à la recherche de la rentabilité, à la recherche des coûts d'acquisition des clients les plus mesurés possibles. On est passé, depuis, je dirais, ces 25 dernières années, à une phase de séduction du réseau de distribution. Vendez de la croisière, vendez de la croisière. Aujourd'hui, c'est chose faite d'une certaine façon, donc on est dans une deuxième phase qui consiste à dire maintenant il y a un marché qui se présente, il y a une demande qui va naître, soyons à même de l'organiser, de s'organiser pour l'appliquer, cette demande, avec des coûts qui soient intéressants pour vous en termes de rémunération et des coûts qui soient intéressants pour nous en termes de coûts de distribution. C'est ça le challenge. Herminio, d'accord avec Georges, en face d'une rémunération, il faudrait que les agences puissent garantir une performance. Il faut. Sans conditionnel ni futur, c'est du présent. Oui, mais c'est manifestement pas toujours le cas, loin de là. Ah non, ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout, non. on est d'accord. Non. Là, j'engage mes propos qui ne sont que les miens. Non. Ça ne l'est pas, et je ne pense pas que cela concerne globalement que la croisière. C'est une vraie posture, une vraie attitude. Je trouve que le marché français, bien évidemment, ce sont des généralités, tout comme on dit des généralités par rapport à nos métiers, mais qu'il doit sortir de son inertie, il doit sortir de son côté un peu sclérosé en termes de distribution. Alors la croisière est une alternative, mais je ne défends pas que la croisière en cette matière. C'est-à-dire il doit y avoir cette volonté entrepreneuriale qui habite manifestement ces quelques heures, mais depuis déjà très longtemps, la profession. Et aujourd'hui, elle doit se consolider de plus en plus. Elle doit sortir encore une fois, une certaine myopie, quel qu'il soit le produit, quelle que soit la filière. Mais alors, on l'appellera pilotage des ventes, on l'appellera comme on voudra, mais il faut qu'il y ait des choix. Je suis d'accord avec Georges Azouz complètement, que ce soit en termes de produits, pourquoi pas finalement en termes de compagnie, en termes de filière, peu importe. Mais il faut que le côté entrepreneurial soit justement équilibré, puisqu'en face, il y a des entrepreneurs, il y a des producteurs qui assument pleinement leur rôle. Lucien, ce serait bien que la ça ne me choque pas, ce qu'il disait. Non, mais ça ne me choque pas du tout. Ouais. Ce qu'il dit, c'est vrai d'ailleurs même pour d'autres tour opérateurs. Je veux dire, des gens qui font des efforts et qui n'ont pas de retour, c'est du bon sens de dire on n'a pas envie. Donc c'est bien de mesurer les performances. Alors, au niveau des agences, nous, agences, on sait que 85% aujourd'hui des agences, c'est des petites agences en réalité. C'est 3-4 personnes. On n'a pas, par rapport à vous avez des services marketing, de com, qui sont très très bien faits, qui sont très puissants.
Marketing, c'est un vrai métier. Dans les agences, 3-4 personnes, le chef d'agence ou le gérant, travaille en famille ou autre, doit avoir plusieurs cordes à son arc, et c'est pas toujours un marketeur, c'est pas toujours un super pro du marketing et de la com. Et on a réellement besoin, et vous le savez, puisque c'est ce qui vous coûte le plus cher aujourd'hui, de communiquer de façon cohérente et très pro. Et je pense, mais sans tomber dans des coms télévisuels, hein. Moi là je parle des agences de France, hein, sur tout le territoire, avec des clients de proximité. Là je pense qu'il y a des vrais partenariats pour les gens motivés. Là je ne parle que pour les gens motivés. Ceux qui ne veulent pas vendre, on ne s'y intéresse pas. Mais les gens qui ont envie, avec les moyens que vous avez au niveau des pros, de vos services, avec de vraies directions marketing, je vous donne un exemple tout bête. Hein. Quelle photo je vais prendre ? Comment je vais l'adresser à mon client ? C'est du basique ce que je suis en train de dire là. Hein. C'est pas la peine de la jouer grand professionnel. On est très bon pour la vente, mais en termes de com, si on peut s'appuyer sur vous pour capter une clientèle de proximité que nous connaissons bien, mais dans la façon de donner le message, là on peut être preneur et faire vraiment des partenariats utiles. Herminio, tu voulais réagir ? Non, oui, si, je veux réagir parce que et je pense qu'avec des mots plus intelligents que les miens, Lucien, il dit exactement ce dont on a besoin. Et si je reprends aussi les confrères, on a parlé d'engagement. L'engagement de la croisière, de l'industrie, tout opérateur confondu, il est là. Et clairement, cet engagement qui, quand il devient réciproque, même sous des formes, en effet, du quotidien, le choix d'une photo, une contribution marketing mesurée par rapport à un besoin ponctuel, je crois qu'on est tous, autant que les autres, au rendez-vous à côté des distributeurs qui s'engagent avec nous, et c'est la formule gagnante. Et aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez eu la gentillesse de rappeler le concept MSC Passeport. On est clairement dans ce dispositif, dans cette forme d'engagement, et en plus à moyen long terme, puisque la formule le prévoit au moins 3 ans d'engagement réciproque. On est vraiment au cœur d'un débat qui pourrait aller bien évidemment au-delà des MSC Croisières et au-delà de la croisière elle-même. On a 3 minutes pour des questions, d'éventuelles questions. 1-2 questions, ici et ici. Allez, passez-les. Alors, il y en a... Oh là là là, ouais, mais alors si tout le monde lève la main, là, je ne vais pas y arriver. Mesdemoiselles, vous êtes où ? Vous êtes par là, ici. Jean, Taïbi. Notre Belge, à nous, qu'on aime bien. Bonjour, Géovision Reims, réseau Selecto Rafat. Alors ça s'adresse surtout, donc ce message à MSC et Croisières de France. Messieurs, vous mettez dans des grands magazines, parce que j'entends la distribution bien sûr, vous mettez dans des grands magazines quotidiens compris et grands quotidiens, une belle publicité qui sont les pages A4, mais jamais vous faites référence à votre agent de voyage aussi. Alors vous mettez bien évidemment votre call-center, vous mettez bien la vente directe, je sais très bien que vous devez vendre également direct. Mais qu'est-ce que ça vous coûterait de mettre aussi chez votre agent de voyage ? C'est tout. Je me permets, excuse-moi Antoine, tout à l'heure, voilà, tu es passé le premier. Voilà. Alors très synthétique. Oui, synthétique, mais néanmoins, puisque... et en plus, c'est lecture à fat. Alors, sans faire trop de publicité par rapport à mes démarches qui me concernent, mais je crois être... MSC Croisières, puisqu'il a été cité, justement avec des agences de ce même réseau, a eu, je dirais, le courage de prendre le fichier client de nos propres clients, c'est-à-dire ceux qui ont uniquement la carte MSC Club, et qui nous ont autorisé uniquement à l'utiliser par nous. On a fait des actions ciblées sur des agences MSC Passeport, mais à l'occurrence du réseau Selecto Rafat, pour les accompagner dans leur démarche de vente. Quand les lignes d'MSC Croisières à Paris, à Montrouge à l'occurrence, ont été saturées par moments, moi je les ai basculées sur des agences de voyage. Je me suis fait interpeller par la dirigeance du réseau qui m'a dit « c'est un scandale », alors que j'ai insisté. Je mériterais les applaudissements. C'est-à-dire, j'ai pris mes clients, ce dont tout le monde revendique la propriété. Et moi, je la conteste, puisque le client n'appartient à personne,
à ceux qui, par contre, savent le travailler, je les ai donnés à des agents de voyage. Donc, puisque vous citez un exemple, je vous en donne un autre. Alors, je voudrais comprendre où est l'équilibre. Je laisse la parole à Antoine. Allez, Antoine, Non, très vite. je peux juste. Il y aura de la place pour une Moi, je question. vous remercie d'avoir posé la question parce que je ne fais pas de vente directe. Donc, ça ne peut pas être moi. Je ne fais que renvoyer vers les agences. Et effectivement, aujourd'hui, il me semble, d'ailleurs, on va lancer un B2C et qui respectera ce que Lucien a dit. Mais il me semble effectivement aujourd'hui, et c'est une question qu'on aurait peut-être dû aborder, c'est que personne ne me renvoie, et d'ailleurs vous-même vous ne l'avez pas compris, que cet engagement qu'on avait était respectueux vis-à-vis de la distribution. Aujourd'hui, personne ne me dit, quand je viens en rendez-vous négocier mes contrats, merci de ne pas faire de vente directe. Personne ne le pense. Donc ça veut dire que la question, non seulement elle ne m'est pas posée, mais en plus, vous ne mettez pas en avant ce qu'on a fait depuis maintenant 8 ans. Et qui va probablement changer, parce qu'un jour ou l'autre, on aura un B2C. Mais jusqu'à maintenant, j'avais résisté. Donc voilà, ça ne peut pas être moi qui fais de la communication pour avoir un numéro de téléphone. Je renvoie toujours aux agences. Il y a de la place pour une question. Quelqu'un qui ne s'est pas exprimé de préférence jusqu'à présent. Ici, monsieur. Question courte, s'il vous plaît. Philippe Calmels de Roche-Albert Voyage. Mm-hmm. Je voulais poser une question à tous les présents sur des axes de développement, justement, puisqu'on parlait de développement de la croisière, c'est un sujet important, notamment sur les ventes additionnelles. Je pense que c'est un sujet important et je pense qu'en agence de voyage, il n'est pas tout à fait assez travaillé. Et je pense notamment à la vente d'excursions sur les différentes escales qui peuvent être organisées par les différents croisiéristes. Est-ce que vous pensez effectivement qu'il y a des choses réellement à développer à ce niveau-là ? D'autant plus que j'ai le sentiment, pour être aussi un petit peu réceptif, que les ventes d'excursions sur les bateaux n'atteignent pas des taux qui sont toujours très très élevés. Ça pourrait être un moyen aussi pour les agences d'avoir une rémunération supplémentaire, et bien évidemment pour vous aussi, puisque les marges sont quand même assez intéressantes à ce niveau-là pour vous. Alors, qui veut répondre? Très court. Georges, allez, chacun son tour. Merci Philippe de me laisser l'occasion de dire que c'est une réflexion qu'on mène au niveau de ma compagnie de façon intensive et dans quelques heures, on aura l'annonce d'un pilote sur le marché français pour la rémunération des excursions. C'est déjà le cas pour un certain nombre de forfaits vins. Mais nous sommes également dans cette démarche qui consiste à augmenter effectivement la part de marché des clients à bord qui prennent les excursions. Ça passe aussi par une diversification très forte aussi de l'offre excursion sur chacune des escales. Et ça passe aussi par, pourquoi pas, une rémunération, je pense que d'ailleurs c'est le cas d'un certain nombre de mes confrères ici, sur les excursions. Ça pose d'autres problèmes de fiscalité, mais ça c'est un autre débat. Parce que ça, il faut en parler également. Hein, il y a de la fiscalité, il faut le savoir. Mais en même temps, c'est une opportunité, effectivement, et de rémunération supplémentaire pour nos partenaires. Je peux juste dire un mot là-dessus. C'est fondamental, Philippe, ce que tu viens de dire, parce que l'upsell, c'est ce qui permet, c'est la grande force de l'agence de voyage. Elle peut vendre très tôt et elle peut faire un rôle de conseil. Elle peut rappeler son client, faire des offres. Et nous, les croisiéristes, nous devrions pouvoir vous proposer une batterie d'outils en disant cette semaine, pour gagner une catégorie supplémentaire, ça va être 50% de moins que le prix normal. Rappelez votre client, faites un travail en fait de upsell parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui se sont fixés sur le prix, qui achètent tardivement un prix et non pas une croisière, pas une marque, mais juste un prix. Et ça, c'est le pire qui peut nous arriver. L'avantage d'un voyage, c'est que justement, il peut faire vraiment quelque chose très en amont et faire un suivi. Et après, le client, quand il part avec un ensemble de programmes qui lui est bien destiné, il va passer de super vacances plutôt que de passer de bonnes vacances. Donc c'est fondamental. Et à nous de réagir par rapport à vous et d'être des upsellers proposeurs. Lucien, un petit mot de conclusion, très vite. Un petit mot de conclusion. D'abord, je remercie le président du Club de la Croisière d'être parmi nous. Et je voulais le remercier aussi parce que à l'occasion de ce congrès, je leur ai demandé de déplacer la date de Top Cruise. Donc c'est pas rien, port autonome, je vous laisse imaginer. Ils ont eu la gentillesse de déplacer la journée Top Cruise pour la mettre aujourd'hui. Aujourd'hui, pour nous, en réalité. Ils font ça tous les ans. Donc Top Cruise, c'est un grand salon de la croisière pour ceux qui ne connaissent pas, avec tous les opérateurs. Il m'a semblé utile de jouer les synergies. Ça se tient au palais du Pharaon, on y est, mais juste au-dessus, au salon Eugénie, toute la journée. Et là, c'est un grand workshop où il y a énormément de vendeurs et de gens du voyage. Dans le bâtiment ancien, là. Oui, le grand bâtiment, salon Eugénie. Voilà, je voulais simplement faire cette petite annonce et vous pouvez aller naturellement le visiter, cher patron. Eh bien, on va s'y retrouver. Un grand merci, messieurs. Merci beaucoup.